Merci de suivre la chaîne sénégalaise. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Echo. Echo reçoit ce soir Monsieur Clédor Sène. Clédor Sène, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Clédor Sène, vous êtes analyste programmateur en informatique de gestion. Vous avez aussi un diplôme de comptable et un brevet d'anglais. C'est bien cela, l'essentiel de vos diplômes. Oui, c'est tout à fait ça. Analyste programmeur en informatique de gestion, comptable et diplômé d'anglais, principalement, entre Oui, autres. Clédor Sène, on vous a surtout connu en tant que jeune très engagé auprès d'hommes politiques ici au Sénégal, auprès de Maître Abdoulaye Wade, sous l'ère Abdou Diouf peut-être. On vous a beaucoup connu dans les années 80, 90. Alors, entre la personne de Clédor Sène et le personnage de Clédor Sène, il y a sans doute un grand fossé. Comment est-ce que vous expliquez cela? C'est vrai que mon nom a été lié à des étapes de nos conquêtes démocratiques, notamment en 88 et 93, qui ont été émaillées de violence, à l'issue desquelles j'ai eu des démêlés avec la justice. Et c'est ce qui m'a propulsé d'ailleurs devant les feux de l'actualité. Si bien que ce n'est que cet aspect-là que les gens retiennent de moi, en ne comprenant même pas assez que c'était des conquêtes démocratiques, des luttes pour l'élargissement des espaces de liberté pour la démocratie. Alors, c'est vrai que vous parlez de personnes et de personnages. Le personnage, il a été créé et formaté par la presse, parce que j'ai été l'objet d'un battage médiatique qui a duré plus de 20 ans. La presse, unanimement, m'a dépeint en noir. Mais cette image que renvoie la presse de ma personne est très différente de la personne que je suis en réalité et qui est assez peu connue des Sénégalais. Est-ce qu'à un moment de votre vie, vous n'avez pas eu une part de responsabilité dans ça? Mais si, la personne est toujours responsable. Parce que on ne peut pas dégager en touche et mettre tout sur le dos des autres. Parce que quand on fait un choix, on en assume les conséquences et les retombées positives ou négatives. Donc il y a toujours quelque part la responsabilité de l'homme. Mais j'ai subi beaucoup plus de préjudices de par des points de vue créés de toutes pièces. On a fait de moi en fait un mythe. Un mythe si bien que beaucoup de gens ne m'imaginaient même pas physiquement comme quelqu'un de normal, d'articulé, qui est capable de raisonnement. Voilà quoi. Donc ça, c'est une campagne médiatique qui a fait son effet et maintenant les gens commencent à avoir de la surprise en me découvrant comme je suis, tel que je suis. Oui. La personne en lieu et place du personnage en fait. Votre première sortie télévisée a enregistré plus de 117 000 vues, cela en dit long sur la perception et peut-être la nostalgie que les Sénégalais avaient de votre propre personne. Là, l'actualité, c'est ce qui se passe actuellement au Parti socialiste, un parti que vous avez suivi et dont vous êtes un peu témoin de l'évolution. Aujourd'hui, en 2017, il y a une scission, une mésentente entre des fils du Parti socialiste. Comment est-ce que vous analysez cela? Bon, permettez-moi en préambule à ma réponse de manifester mon regret de voir quand même le Parti socialiste faillir à son véritable devoir depuis la première alternance en 2000. C'était ça, moi, ma déception. Parce qu'en 2000, j'avais espéré que le Sénégal serait sur les rails pour de bon. Parce que pour la première fois, nous avions une opposition expérimentée de 40 ans de gestion du pouvoir. Une opposition si expérimentée à l'Assemblée nationale, à mon avis, aurait pu jouer véritablement son rôle de contrôle de l'exécutif. D'autant plus qu'ils connaissaient tous les dossiers, ils savent jusqu'à quel étage se négocie tel dossier à la Banque mondiale, donc on ne peut pas les rouler dans la farine. Mais malheureusement, ils ont été tenus par des dossiers et ça les a empêchés de jouer véritablement le rôle d'opposition. Le Sénégal était riche d'une opposition expérimentée de 40 ans de gestion du pouvoir. Ça, c'est le premier regret que j'exprime pour le Parti socialiste, qui est un parti historique. Mais le Parti socialiste est quand même resté dignement dans l'opposition durant les 12 ans du président Abdoulaye Wade. Oui, mais sans jouer véritablement le rôle qu'il aurait pu jouer pour la démocratie. Parce que tout pouvoir a besoin d'un contrepoids.
je ne dirais pas de contre-pouvoir, mais d'un contre-poids et d'un contrôle. Donc ça, c'est le rôle de toute opposition, donc à la tête de laquelle devait être le Parti socialiste, notamment, par sa massification, par son ancienneté et par son expérience. Maintenant, actuellement, bon, ils ont raté ce coche. Hein. On en vient à la deuxième alternance. Deuxième déception de ma part, ils n'ont pas eu une démarche unitaire. Parce que le nom étymologique de leur parti, au départ, il y avait l'unité. Avant, c'était l'UPS. L'Union progressiste. Voilà, il y avait cette notion d'union qui était dans leur sigle. Mais cette union-là, on en est vraiment nostalgique parce que leur leader, Tanor, il est vraiment à blâmer parce qu'il est en train, sciemment, de saborder son propre parti au profit de je ne sais quels intérêts. Saborder, vous dites? Saborder carrément, parce que quand la Constitution définit les partis politiques comme devant concourir au suffrage des citoyens, et que Tanor, président du Parti socialiste, dise que le Parti socialiste n'aura pas de candidat. Lui, il a dit qu'il ne se représenterait pas, mais il n'a jamais dit que le Parti socialiste n'aurait pas de candidat. C'est tout c'est comme pendant le référendum. Il a, sans avoir concerté ses camarades de parti, appelé à voter oui, alors que ça ne faisait pas l'unanimité. Il y avait une concertation préalable entre camarades de parti, avant de parler au nom du parti. Donc c'est ça que j'appelle sabordage. Donc ça, c'est trahir la trajectoire et l'objectif même d'un parti politique, qui est de concourir au suffrage, de conquérir le pouvoir, d'acquérir des positions de pouvoir, des stations de décision, pour pouvoir exercer sa vision, sa politique. Tanor Dieng est dans Benno Bokk Yakaar. Actuellement, il est le président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Il témoigne un compagnonnage loyal auprès du président de la République, le président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Cela lui vaut ce que cela lui vaut. Bamba Fall et compagnie sont actuellement sous mandat de dépôt. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Non. Parce que jamais dans l'histoire politique du Sénégal, on a vu un parti régler ses comptes dans l'arène juridique. Je dirais dans l'espace juridique, pour ne pas utiliser ce terme arène. Et c'est regrettable et c'est rétrograde. Parce qu'il s'est passé pire au sein même du Parti socialiste. Des échauffourées, des violences, avec mort d'homme souvent. Et ça n'a pas connu un tel tintamarre. Parce que ce qui est grave dans l'affaire Bamba Fall, parce que je suis en train de me résumer, ce qui est grave dans l'affaire Bamba Fall, c'est qu'on parle de tentative d'assassinat. Alors que nous tous avons été témoins des faits. On a tout montré à la télévision, dans Internet. Nous sommes à l'ère de l'audiovisuel. Donc c'était des jets d'eau, de sable, des injures, des invectives. Moi, je n'ai même pas noté des jets de pierre et tout ça. Donc ça, de là à parler de tentative d'assassinat, c'est pour vouloir vraiment corser les choses. Et ça, c'est malsain. Et je trouve que c'est fallacieux même. C'est malsain et c'est fallacieux. Parce que... Mais il y a quand même eu violence. Mais il y a eu violence. Oui. Mais il y a eu violence sur le chef de l'État à l'université. On lui a jeté des pierres. On n'a accusé personne de tentative d'assassinat sur la personne du président. Il a dû être exfiltré. Il a dû être couvert. On l'aurait blessé certainement. Mais on n'a pas activé le procureur. On n'a pas parlé d'assassinat. Le président, il est plus important qu'un ministre du Parti socialiste ou des cadres, des responsables du Parti socialiste. On n'a pas vu de jet de pierre, on n'a pas vu de couteau, de pistolet, il n'y a rien de tout ça. Êtes-vous en train là d'insinuer une instrumentalisation de la justice? Mais c'est tellement visible malheureusement parce que la justice doit refléter le niveau de notre démocratie. Parce qu'il doit jouer un rôle de régulateur social. C'est-à-dire des acteurs qui sont en conflit doivent s'en référer à elle pour une justice, pour rentrer dans le droit. Donc, si on se rend compte qu'un procureur
Par exemple, je donne l'exemple du dossier des chantiers du Thiès et des milliards de Taïwan. Que le procureur s'autosaisisse le matin pour se dessaisir ou qu'on le dessaisisse l'après-midi, ça pose problème. Ça pose un problème d'indépendance d'une frange de la justice. Un procureur, il est sous la tutelle du ministre de la Justice. Est-ce que vous craignez une explosion du Parti socialiste, puisque dès maintenant on parle d'implosion? Bon, implosion, explosion, je ne sais pas. Je crois que je ne souhaite pas, à l'image de l'AFP, qu'il y ait une scission au Parti socialiste. Parce que le Parti socialiste, moi je ne suis pas leur ami, hein, c'est connu, mais le Parti socialiste ne doit pas être affaibli par son président lui-même, qui plus est. Parce que si le parti se scinde en deux... Mais il y a des membres du Parti socialiste qui estiment que le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng dirige bien ce parti et pense que si le Parti socialiste en est là aujourd'hui, si le Parti socialiste est toujours debout aujourd'hui, oui, c'est grâce à Ousmane Tanor Dieng, grâce à son travail. Donc, est-ce que là aussi, vous pouvez dire que le Parti socialiste a été affaibli ou quelque chose de ce genre? C'est juste une question d'opinion. Ça, c'est vrai, on lui concède, il a tenu la barre jusque-là. Donc, d'aucuns pensent qu'il a ce mérite-là. Et moi, je le lui reconnais aussi. Mais d'autres aussi pensent qu'il manœuvre contre les intérêts du parti, des gens de son propre parti. Donc, c'est une question de démocratie interne à ce parti. Donc, moi, je pense que les grands partis, le PS, le PDS, etc., doivent accepter une multitendentialité dans leur structure, c'est-à-dire permettre aux opinions différentes, pas souvent divergentes, de s'exprimer au sein d'un parti, de ne pas traiter quelqu'un de fractionniste simplement parce qu'il a une autre vision que la direction elle-même du parti. Donc un parti, un grand parti, s'il n'est pas multitendentiel, c'est-à-dire s'il ne s'ouvre pas à tous les courants de pensée, risque l'éclatement forcé, donc l'affaiblissement. Donc notre démocratie doit avancer d'un échelon, parce que quand tu ne penses pas comme moi, tu es contre moi, ça, ce n'est pas la démocratie. La différence d'opinion est une richesse dans le débat politique. Donc il faut que les partis s'ouvrent à ça. Comment réagirait le président Senghor s'il était toujours là pour régler ce problème-là? Est-ce que ce problème-là aurait vu jour si le président Senghor était toujours là? Certainement pas, parce que lui, il faisait l'unanimité. Tanor, il n'a jamais fait l'unanimité depuis le début, parce qu'on l'a connu avec le Congrès sans débat. De 96. De 96. Quelqu'un comme Djiboka est parti avec sa frange. À sa suite, M. Moustapha Niasse est parti. Il y avait une lutte contre les barons, les compagnons de Senghor, justement. Donc il y avait une désengorisation presque. Donc il n'a jamais fait l'unanimité au sein de son propre parti jusqu'à présent. Donc Senghor, c'est une autre dimension. Lui, il faisait l'unanimité. Donc il n'était pas contesté, Senghor. Mais Tanor, il est contesté frontalement. Et il a été jusqu'à recourir à l'appareil d'État dans son pendant judiciaire pour régler des comptes avec la frange qui lui est hostile. Donc moi, je souhaite que la raison revienne et qu'on laisse le Parti socialiste régler ses problèmes à l'interne. Et que la justice ne s'immisce pas dans le fonctionnement d'un parti politique. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de blessé. Il n'y a même pas de blessé, il n'y a même pas une tête cassée, ni un bras cassé. Mais pourquoi parler d'assassinat, on place les gens, c'est pas bien ça, c'est trop flagrant. Est-ce que Khalifa Sall et compagnie ont des chances dans l'avenir pour pouvoir conquérir le suffrage des Sénégalais, par exemple? Non, tout le monde a des chances pour le suffrage des Sénégalais. Parce au sein du Parti socialiste, je veux dire. Au sein du Parti socialiste, Khalifa Sall, je crois, représente la frange la plus importante du Parti socialiste.
la base. C'est la base qui compte dans le militantisme. Je crois qu'il est en phase avec sa base, avec ses bases. Donc, il l'a prouvé pendant les dernières municipales, et ce n'est pas rien. C'est un indicateur. Il a gagné tout Dakar, à l'exception de Yoff et de Ouakam. Donc, c'est un baromètre, ça. Donc, à l'échelle nationale, ce que ça donnera, on le verra. Et toujours par surprise, parce qu'on ne s'attendait pas non plus à ce que Dakar fût remporté de si largement par Tahaou Dakar. 15 députés pour la diaspora, une bonne chose? Non, pas une bonne chose. C'est vrai que la loi est déjà votée, la loi 44-2016, je crois, donc les dés sont déjà pipés. Moi, je crois que pour la diaspora, 5 députés auraient suffi. Parce que ce n'est pas dans tous les pays de l'extérieur qu'il y a une forte concentration d'immigrés sénégalais. Mais il y a dans quelques pays où on a une forte communauté, comme l'Italie, les États-Unis, etc. Mais vous allez dans un pays comme le Togo, on n'a pas besoin, il n'y a pas beaucoup de Sénégalais là-bas. Donc, l'idée, elle est bonne. Si c'est pour aider les immigrés à avoir un meilleur encadrement et une meilleure prise en charge. Mais à quoi serviraient alors les consulats et les ambassadeurs? Parce que moi, le plus important, c'est la politique immigratoire, la politique extérieure à l'endroit des immigrés qui est à définir. Vous n'êtes pas satisfait par cette politique migratoire? Non, parce que vous voyez, chaque jour, des milliers de gens meurent en mer, dans le désert. Dans les pays occidentaux, des gens sont poignardés, sont tués. Mais on ne sent pas souvent la présence de l'État aux côtés de nos populations. Parce que quelqu'un qui a vendu tous ses biens, qui prend le désert puis la mer, qui arrive ou qui meurt, mais on lui doit assistance, on leur doit assistance. Même s'ils sont entrés en Europe en toute légalité, il faut a posteriori un encadrement bien de chez nous, une assistance venant de chez nous. Donc ça... Mais ça, le Sénégal le fait à travers le directeur des Sénégalais de l'extérieur, par exemple. Non, il ne le fait pas à travers le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Le président est allé signer pour faire rapatrier les immigrés sans papier. Ils sont 10 000 en Europe. Il est d'accord pour qu'on les retourne ici. Donc, ce n'est pas dans le sens voulu par ces immigrés eux-mêmes, qui n'ont aucune chance chez eux. Donc ça pose ça nous renvoie la balle au Sénégal. Pourquoi les gens se donnent-ils tant de mal et prennent tant de risques pour avoir un mieux-être ailleurs qu'ici? Pourquoi les gens sont découragés à ce point, au point de risquer leur vie pour aller dans des horizons incertains? C'est ça la vraie question. Donc, pour revenir aux députés, je crois qu'on aurait pu maintenir le nombre de 150 députés. Et parmi ces 150, on pouvait consacrer 5 députés pour représenter la diaspora dans les pays à forte immigration sénégalaise. Donc vous adoptez la même proposition que celle de l'opposition? Je n'ai pas suivi la proposition de l'opposition. C'est ça qu'elle a proposé? Oui, que les députés de la diaspora soient issus des 150 existants. Oui, voilà, qu'on n'augmente pas le quota des députés. Parce que nous sommes dans un pays sous-développé. Donc, on doit gérer beaucoup de choses. Moi, j'ai entendu le ministre de la fonction publique, la dame là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Viviane Bempassi. Je l'ai entendu dire qu'il y a un problème au Sénégal de soutenabilité de la masse salariale. Un problème de soutenabilité de la masse salariale. Ça veut dire qu'ils y arrivent difficilement à faire face aux charges salariales. Maintenant, augmenter 15 députés, augmenter une structure comme le HCCT, on n'en a même pas parlé parce que ça aussi c'est une institution inutile et budgétivore. Près de 2 milliards par an selon nos informations. C'est plus que ça parce que... pour les 15 députés. Ah, pour les 15 députés, oui. Non, le problème, ce n'est pas les retombées financières, mais l'impact que ces députés auront sur la politique migratoire, sur le mieux-être des immigrés, sur leur encadrement. Moi, je suis d'accord pour que
la diaspora, en tant que 15e région, soit représentée à l'Assemblée nationale. C'est normal. Je suis d'accord que des députés relaient au sein de l'hémicycle les préoccupations et difficultés des immigrés. C'est tout à fait normal. Mais 15 députés, ma foi, ça m'a tout l'air d'un calcul politicien. Parce que quelqu'un qui part avec 15 députés à l'avance, il a des chances d'avoir une majorité à l'Assemblée. Et on m'a signalé d'ailleurs, ce qui me rend sceptique. Mais ceux de l'opposition aussi, de la diaspora, peuvent toujours aller aux postuler. Élections législatives. Oui, mais vous savez, on a décrié la méthode de délivrance des nouvelles cartes d'identité et des nouvelles cartes d'électeurs. Au Sénégal, ici, pour commencer. Il y a eu une amélioration, une nette amélioration. Il y a moins de queues, donc c'est plus fluide, c'est plus facile. Mais au niveau de la diaspora... Il y a moins de queues, mais jusqu'à présent, on a du mal à récupérer les cartes d'identité CEDEAO. C'est vrai, mais il y a un mieux, il faut le reconnaître. Mais par contre, à l'extérieur, notamment en Italie, où on a plus de 40 000 inscrits, il n'y a que 2 commissions et qui plafonnent à 100 inscrits. Donc le tiers n'est pas inscrit. Moi, je reçois des échos d'Italie, de toutes les villes. Les gens ont du mal, mais à s'inscrire sur les listes électorales. Et ils disent que les gens proches du pouvoir s'inscrivent par d'autres créneaux parallèles. C'est inacceptable. Et ces commissions, après, vont plier bagage. On m'a signalé le même problème en Afrique du Sud. Parce que c'est à Johannesburg que réside la majorité des immigrés sénégalais. Ils ont amené la commission à Durban, qui est très loin de Johannesburg. Maintenant, ça pose un problème de déplacement aux gens. On n'a pas facilité la tâche aux immigrés. Donc ça, c'est piper les dés au départ. Si tout le monde n'a pas le même droit, la même facilité de s'inscrire. Ça doit être facile pour la diaspora de s'inscrire, beaucoup plus facile qu'au Sénégal. Des préalables donc à régler. Parlons maintenant du dossier relatif au pétrole et au gaz. Beaucoup de plaintes entre l'opposition et Aliou Sall et ses amis. Beaucoup de plaintes de part et d'autre. D'abord, comment est-ce que vous observez cela avant de venir à la question proprement dite relative au pétrole et au gaz sénégalais sur les plaintes? Bon, ce feuilleton juridico-politique ne m'amuse pas beaucoup parce que je trouve que ce n'est pas très sérieux. Parce que aucune plainte n'a abouti. Depuis qu'on en parle, aucune plainte n'a abouti. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de dépersonnaliser ce débat et de projeter un faisceau de lumière sur cette ténébreuse affaire d'octroi des blocs de Saint-Louis et de Kayar. Et la lumière est à notre portée, parce que ce n'est pas compliqué. C'est des décrets qui ont été pris en faveur d'Aliou Sall. Il se trouve que ce dernier est le frère du président de la République. C'est ça le problème. On lui a reversé via Petrotim Sénégal les 90% d'actifs. Petrotim Sénégal a vendu les 60 à Cosmos. C'est aussi simple que ça. Donc, plainte pour plainte, moi je préfère d'abord qu'on fasse la lumière. Et le président de la République, dans son adresse à la nation le 31 décembre, aurait dû l'évoquer. Parce que c'est son frère qui est en cause et c'est lui qui a signé le décret. Et il a évoqué le COS-Petrogaz. Non, attends. Le COS-Petrogaz, dit-il, c'est pour des garanties de transparence dans la gestion des hydrocarbures. Mais la première transparence qui est réclamée Urbi et Orbi, c'est la transparence du dossier Petrotim. Il aurait dû l'évoquer, c'est son frère qui est, ma foi, qui est cité dedans. Il ne pouvait pas ne pas en parler, en tant que signataire de ces 2 décrets. 2012-500. Son jeune frère a récemment démissionné. Non, il n'a pas démissionné. Il a fait de la communication. C'est-à-dire, Petrotim... Il a même publié sa lettre de démission. Oui, ça c'est de la communication. Petrotim est une filiale de Timis Corporation. En tout cas, pour tout ce qui touche au pétrole et au gaz sénégalais, il a été clair. Pas forcément. Pas forcément parce qu'il est le responsable du développement au sein de Timis Corporation. Du développement et exploitation. Développement et exploitation, ça veut dire quoi en matière de pétrole et de gaz? C'est l'installation des infrastructures qui permettent l'extraction
de l'hydrocarbure, les plateformes, les FPSO, tout ce qui consiste à exploiter le pétrole et le gaz. Cette logistique-là, c'est dans ce département qu'il est, Aliou Sall maintenant. Et il en est le directeur. Donc ça veut dire que quand on va... Non, il a dit qu'il a démissionné de Petrotim Sénégal pour aller au département développement et exploitation, ce que je suis en train de vous expliquer. Ça veut dire, si on doit forer un puits à Kayar, et c'est déjà fait d'ailleurs, le puits s'appelle Teranga 1, c'est lui... À Kayar offshore. Offshore, deep offshore. Parce qu'il y a Kayar deep, il y a Kayar shallow, moins profond, moins de 100 km de côte. Donc, ils ont foré un puits. Lui, il est le directeur du département qui s'occupe du développement et de l'exploitation. Ça, c'est plus important encore. Pour moi, qui suis averti, c'est plus important encore. On a foré un puits à Saint-Louis. Il s'appelle Gumbel 1, puits de gaz. C'est pour ça qu'il y a eu des sessions d'actifs à la British Petroleum, parce que les tests sont très concluants. Un débit formidable. Donc, c'est Aliou Sall qui est chargé de ce département exploitation-développement, à Timis Corporation. Alors, Timis Corporation étant le propriétaire de Petrotim Sénégal, mais lui aussi, il s'occupe du portefeuille de Petrotim Sénégal. Il n'a pas démissionné, c'est de la com. Oui, au-delà de ce débat-là, autour de Aliou Sall, de Petrotim, Cosmos, etc., selon nos sources, il y a eu plus de 160 puits forés ici au Sénégal. Tout récemment, le directeur de Cosmos Energy a avancé que le Sénégal pourrait bénéficier du gaz en 2021. Donc, cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir enfin bénéficier de ces ressources-là. Je suis désolé, le Sénégal ne va pas bénéficier de ce gaz. Ah bon? Et encore moins en 2021. Parce qu'actuellement, je vous dis que le puits de Gumbel 1, il est foré, il a un débit. Le puits de Teranga 1, il est foré, il a un débit. À Sangomar, on a foré 3 puits de pétrole cette fois-ci. SNE 1, SNE 2, SNE 3, je l'avais dit tantôt. Qui produit, il y a un de ces puits qui produit 8 000, d'autres 12 000, d'autres 10 000. Réunis, ils sont à peu près à 30 000 barils jour. À Sangomar, pas loin. Ce pétrole ne profite pas au Sénégal. Je ne suis pas pessimiste, hein, mais je parle... Même pas 10%? Non, les 10%, vous les avez déjà vus? Vous les avez déjà sentis? C'est du texte. À Gadiaga, ici... Comme le prévoit le code minier. Oui, c'est dans le code minier, c'est consacré dans le code minier. Mais les retombées, ces 10% de retombées, on aimerait bien les voir en réalité. Donc, à titre d'exemple, le gaz de Gadiaga est exploité depuis les années 2000. Un puits qui te fait 300 000 mètres cubes jour aurait pu nous soulager, aurait pu soulager notre facture énergétique. Mais non, on ne voit pas ce gaz. On donne ce gaz à la Sococim pour produire son ciment. On donne ce gaz à MDL, l'usine qui exploite le zircon, pour produire son électricité. On a alimenté seulement 2 turbines à gaz de la Sénélec avec ce gaz. Tout le reste, il va à Houston. Quid des ICS, qui ont une nouvelle centrale maintenant? Donc ce gaz, il ne nous a pas profité. Parce qu'on ne peut pas produire... À Houston? À Houston. Le président de la République aurait un appartement? Voilà, à Houston, parce que ce gaz est exploité par Fortesa, qui a eu sa concession pendant que Macky était Premier ministre. Et avant ça, il a été ministre des Mines et de l'Énergie. Donc, il connaît très bien le dossier Fortesa, le président de la République, pour l'avoir lui-même piloté et introduit. Parce que le ministre des Mines et de l'Énergie présente au président de la République un exposé des motifs pour l'adoption d'un décret. Donc c'est sur la base de ce rapport de présentation que le président prend un décret. Donc c'est le ministre des Mines et de l'Énergie qui établit un rapport de présentation sur la base duquel un décret est pris. Donc dans l'affaire Fortesa, Macky a été initié dans toute la chaîne. Mais ce pétrole-là, il n'a jamais profité au Sénégal. Et je vous dis une chose, sous le magistère de Macky Sall,
il y a eu une décision de justice qui est contre nos intérêts, qui a été prise. Laquelle? En 2011, tout le monde se souvient qu'il y avait une pénurie de courant. Il y avait des délestages tout azimut. À la veille des élections d'ailleurs. Oui, c'était terrible, c'était dur à supporter. À cette époque, M. Karim Wade, ministre de l'Énergie, je crois, non pas ministre de l'Énergie, il était chargé de toute façon du plan Takal. Il avait requis, comme le code pétrolier le prévoyait, du président de la République, qu'il réquisitionna la production de gaz du Sénégal, conformément à l'article 54 du code pétrolier qui prévoit que le Sénégal peut réquisitionner la production de gaz pour la satisfaction de la consommation nationale. Article 54 du code pétrolier. Tout le monde peut visiter. Sur cette base, un décret a été pris par le président Abdoulaye Wade pour que Fortesa approvisionne en priorité Sénélec. Et dans l'article 54, on dit que l'État doit acheter le gaz au prix du marché mondial. Donc normalement, Fortesa ne paie rien. Au contraire, il gagne parce qu'il n'aura pas à transporter jusqu'au marché mondial et il vendra au même prix que le marché mondial. On ne lui prend pas son gaz, on lui achète au prix coûtant sur le marché mondial. Mais non, Fortesa a estimé utile de devoir attaquer ce décret en annulation devant la Cour suprême. 2012, Abdoulaye Wade est battu. Macky vient, la Cour suprême statue. Alors, parce qu'il y a aussi l'article 30 dans le code pétrolier qui dispose que le contractant est propriétaire de l'hydrocarbure extrait en tête de puits. Donc on a joué sur ces deux articles-là pour invalider, parce que la Cour suprême, en 2013, le 11 avril 2013, par un arrêt numéro 20, a annulé ce décret de Abdoulaye Wade qui réquisitionnait le gaz d'abord au profit de la Sénélec et que le reste seulement devait être... C'est-à-dire du contractant. Du contractant. Donc, on a sorti une décision à l'encontre des intérêts du Sénégal, attentatoire à nos intérêts, pour défendre et protéger une société américaine. La Cour suprême a dit oui, Fortesa a raison, l'hydrocarbure en tête de puits lui appartient, donc voilà. Donc, pas de Sénélec, rien du tout. Donc, comment peut-on imaginer que nous, notre gaz offshore, qui est en mer, qu'on ne peut pas voir, nous profite? Si ce gaz-là qui devait nous profiter, on attaque un décret jusqu'à la Cour suprême et que la Cour suprême elle-même se prête pour annuler un décret qui était en faveur de la consommation nationale, mais quel espoir un homme averti de ces dossiers peut avoir? D'une audience avec le président de la République, le directeur de Cosmos Energy affirme qu'en 2021, le Sénégal va pouvoir bénéficier de son gaz. Cela, au moins, pourrait rassurer, non? Non, ça ne peut pas rassurer, parce qu'il y a déjà des puits qui sont forés, qui sont plus importants que le puits de Gadiaga dont je parle. Il y a Gumbel 1 qui est dans le bloc de Saint-Louis et il y a Teranga qui est dans le bloc de Kayar, qui dépasse en débit les puits de Fortesa. Mais on ne nous dit rien de ce gaz. Pourquoi attendre jusqu'en 2021 alors que ce gaz, on ne peut même plus l'arrêter parce que c'est déjà foré. Il jaillit. Donc on estime que c'est inépuisable. Je soutiens que c'est inépuisable. Parce que rien que les réserves qui sont sur la partie sénégalaise du bloc de Saint-Louis sont estimées à 50 000 milliards de pieds cubes. Je ne me suis pas trompé. J'ai dit 50 000 milliards de pieds cubes. Un pied cube, c'est un peu moins d'1 mètre cube. C'est beaucoup. Et ça, ce ne sont que des prévisions. Ils ne savent pas ce que Dieu a mis là-bas. Pour moi, c'est inépuisable. Et on ne parle pas du bloc de Kayar. Des ressources, sources d'énergie. L'énergie, parlons-en. Au Sénégal, nous sommes à l'ère du mix énergétique, avec une baisse même du coût de l'électricité de 10%. Alors, sur ce plan-là aussi, on peut dire que le plan Sénégal émergent, à travers ces deux axes-là, est en train de faire ses résultats. Non, parlons pas de plan Sénégal émergent, parce que c'est un ensemble dans lequel je ne me retrouve pas, mais parlons plutôt de politique énergétique.
Allons-y. Voilà, parce que... Mais qui est inclus aussi dans le plan Sénégal émergent. C'est-à-dire le Sénégal est classé PPTE, pays pauvre très endetté. Le Sénégal applique le DSRP, document de stratégie de réduction de la pauvreté, DSP 1, 2. Donc, quand on a pour souci la simple réduction de la pauvreté, ça veut dire on maintient la pauvreté. L'étymologie même est rétrograde. DSRP, nos premiers ministres ont à cœur de le porter, de le défendre, alors que c'est venu de l'extérieur. Réduction de la pauvreté. Pourquoi pas éradication de la pauvreté? Réduction seulement. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas parler de ces plans, parce que ça, c'est un autre débat. C'est pour être réaliste? Non, réaliste, non. Oui, réaliste. Ce n'est pas ambitieux de vouloir réduire la pauvreté. Il faut l'éradiquer. Il faut l'éradiquer. Pourquoi maintenir la pauvreté à un niveau supportable? Mais il y a des politiques qui sont en train d'être mises en œuvre. C'est des politiques qui nous viennent de l'extérieur. Ce n'est pas des politiques qui sont définies par le Premier ministre, par le chef de l'État, par nos experts. C'est des politiques définies par les bailleurs de fonds qui n'ont pas une bonne connaissance de nos réalités. C'est pour ça que moi je préfère... La politique énergétique, parlons. Voilà, j'aime mieux. Le mix énergétique, c'est l'avenir. C'est pertinent parce que la France, l'Allemagne rivalisent pour détenir la plus grande centrale solaire du monde. Ils ont installé en France plus de 250 hectares de panneaux solaires. Nous, on est plus ensoleillés que la France. Donc, l'énergie solaire... Mais récemment, il y a 2 centrales solaires qui ont été inaugurées. C'est pour ça que j'en viens, pour m'en réjouir, que l'énergie solaire devra être de plus en plus développée au Sénégal. Et pour ce faire, il faut que nous acquérons la technologie. Parce qu'il y a une société de la place, je ne vais pas faire de pub, qui est capable de produire des panneaux solaires. Les panneaux solaires sont produits à partir du verre. Le verre est produit à partir du sable, le sable extra-silicieux, que recèle Diogo jusqu'à Diorin Diokoul à la lisière de Saint-Louis. C'est du sable extra-silicieux. D'ailleurs, à Diogo, il y a une usine de production de verre depuis 2012, gérée par la SAV, la Société africaine du verre, qui produit des quantités de verre que vous ne connaissez pas. 80% de cette production est acheminée au Brésil, est achetée par le Brésil déjà. Donc, ce verre-là est la matière première d'un panneau solaire. Qu'est-ce qui reste à mettre des filaments d'argent? On dispose de mines d'argent aussi. Donc, on a la matière première pour produire des panneaux solaires. Mais il nous faut acquérir la technologie. On fait un partenariat. Au lieu d'acheter des panneaux, on invite la structure à venir s'implanter ici et à former des Sénégalais. Et nous, on prendra le relais pour produire nos propres panneaux solaires. Ça, c'est un. Donc, je suis pour le mix énergétique, c'est-à-dire le solaire, l'éolienne. Mais actuellement, au stade actuel, le Sénégal peut se passer de ces politiques onéreuses parce que nous disposons en abondance de gaz. Nous avons suffisamment de gaz pour couvrir nos besoins énergétiques pendant plus d'un siècle. Oui, mais en attendant l'arrivée en abondance du gaz, parce que non encore exploité, on peut jouir du soleil, par exemple, et en faire ce que nous sommes en train de faire là, présentement, à travers les centrales solaires. Non, même si le gaz est surabondant, on pourra toujours jouir du solaire. Parce que le solaire, il présente l'avantage d'être propre comme énergie. Mais je signale, entre parenthèses, que à la technologie du solaire, on a apporté une clé technique pour ne pas développer sa puissance, de sorte à ne pas pouvoir concurrencer les entreprises européennes. Parce que l'Europe verrait d'un mauvais œil que nous ayons l'indépendance énergétique. Parce que l'indépendance énergétique, c'est le développement. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Mais nous, on peut avoir l'indépendance énergétique. Parce que vous dites que le gaz, en attendant que le gaz soit abondant, en attendant que le gaz soit exploité. Le gaz, il est exploité, il est abondant. Ce que produit Gadiaga peut couvrir nos besoins énergétiques. Qu'est-ce qui bloque alors? La politique publique définie. Pourquoi Diantre, Fortesa doit avoir 90% de ce gaz et nous 10%? C'est le code minier, non?
c'est le code minier et pétrolier. Cette fois-ci, c'est le code pétrolier qui est visé. Pourquoi l'État ne peut pas, à défaut de s'investir, positionner le secteur privé pour prendre une bonne part dans nos hydrocarbures? Parce que le gaz, ce n'est pas compliqué comme le pétrole. Le gaz, c'est un forage. Le pétrole, il faut le raffiner. Il faut un complexe pétrochimique. Il faut extraire des produits dérivés. Mais le gaz, il suffit juste de le refroidir pour le liquéfier, de le transporter et de le conditionner. C'est-à-dire sa mise en bouteille, dans notre forme de contenant. C'est tout. Ce n'est pas onéreux comme investissement. Ce n'est pas inaccessible comme technologie. Mais pourquoi donner 90% de sa ressource, qui plus est, pour un investissement de 2 millions de dollars? Parce que Fortesa a foré un puits de 2 millions de dollars et il extrait 300 000 mètres cubes jour. Vous vous rendez compte? Ça, c'est 1 milliard CFA. Ce n'est pas onéreux, ce n'est pas judicieux. Ce n'est pas acceptable. Donc nous avons les moyens d'avoir notre indépendance énergétique. Et à propos de 10% de réduction, la facture pétrolière électrique énergétique du Sénégal, mais peut ne pas dépasser les 5 000 francs. La réduction peut aller jusqu'à 80% sans démagogie. Parce que la source de l'énergie, c'est la chaleur. S'agissant de la réalité de ce qu'on vit actuellement, me dire qu'on pourrait aller jusqu'à 80% de réduction, mais est-ce que ça aussi, c'est pas un peu exagéré? Notez que depuis 2012, il n'y a plus de délestage au Sénégal. Quand il y a coupure d'électricité... Mais il y a des coupures, c'est là où je voulais en venir. Il y aura toujours des coupures parce que c'est des machines. Quand il y a coupure d'électricité, c'est des raisons techniques, mais pas un défaut de production. Actuellement, l'offre... Vous parlez de Dakar? Du Sénégal. Mais il y a des localités qui ont du mal à avoir de l'électricité. Non, ça, c'est l'accès à l'électricité. Oui. Mais pour les populations qui ont déjà accès à l'électricité, cet accès leur est garanti maintenant. Parce que la demande a suivi l'offre. C'est à cause du gaz. C'est à cause des 2 turbines à gaz qui sont alimentées à Cap de Biche. C'est à cause de ça que la Sénélec supporte même la fraude qu'il y a sur le réseau, qui lui empêchait de fournir l'électricité de façon régulière dans les années 2011. Maintenant, il y a toujours cette fraude sur le réseau, mais la Sénélec fait face à la demande sans aucune difficulté. C'est à cause du gaz. Et on nous donne une partie de ce gaz. Tout ce gaz, il va à Houston. Et en dehors de ce champ gazier, mais il y a d'autres champs gaziers dans le Sénégal, onshore. Mais toute la région du Cap-Vert jusqu'à la région de Thiès, jusqu'à la région du Sine et du Saloum, mais c'est des champs gaziers. C'est des champs gaziers. Ils le savent. Le président Macky Sall le sait. Il a la cartographie minière du Sénégal. Moi, j'ai la cartographie minière du Sénégal. La cartographie gazière et pétrolière du Sénégal. Et vous allez nous la montrer. Mais bien sûr, bien sûr. Oui, le Sénégal, pays pauvre, très endetté, vous disiez, mais aussi on constate aussi des progrès réels, surtout au plan économique, au plan du taux de croissance. Le Sénégal en est aujourd'hui à 6,6% et on parle de 6,7% dans les prévisions. Est-ce que, au vu de cette croissance-là, on ne peut pas avoir de l'espoir pour dire que les choses vont mieux? Non, vous allez me prendre pour un nihiliste, mais je dirais non, parce que vous-même, vous ne pouvez pas sentir 6% de taux de croissance au Sénégal. Ce qu'il y a, c'est une augmentation du fossé entre la classe riche et la classe pauvre. Le fossé s'agrandit de jour en jour à cause des mauvaises politiques publiques. Parce que ce taux de croissance... Des bourses de sécurité familiale alors c'est pour réduire ce fossé, non? Non, ça c'est de la pitance. C'est pas pour réduire ce fossé. Oui, c'est de la pitance. Parce que, mais elles en ont besoin, ces populations. Mais les populations ont besoin de tout. C'est ça le problème au Sénégal. Les populations ont besoin de tout, avec grand T. Donc, 6% de croissance, cette croissance, elle est portée par des firmes qui rapatrient leur plus-value à l'extérieur. Vous prenez le cas de Orange. On lui a fait la part belle. Son argent, c'est la France. Le ciment, toutes les cimenteries sont aux mains des étrangères.
aux mains des étrangers, plutôt, de compagnies étrangères. Ces capitaux vont être rapatriés. Nigeria, France. Vous prenez le secteur minier, il n'y a pas photo, tout part. Vous prenez le secteur bancaire. Quelle banque sénégalaise connaissez-vous? Toutes les banques sont étrangères, sont détenues par les capitaux étrangers. Qui nous gardent dans le l'argent. secteur primaire, il y a de grands bons en avant, qu'il faut constater aussi. Par exemple? Dans l'agriculture, je veux dire. Oui. Dans l'agriculture, moi je magnifie la politique des domaines agricoles communautaires. Parce que je suis de ceux qui croient que, vous parlez du secteur tertiaire, que l'économie doit être portée par le secteur tertiaire, notamment l'agriculture. Non, l'agriculture, c'est le secteur primaire. D'accord. Doit être portée par l'agriculture. Donc, les domaines agricoles communautaires sont déjà une bonne orientation. Mais on gagnerait à associer seulement les acteurs. Par exemple, dans l'objectif d'atteinte de l'autosuffisance en riz, par exemple, en 2017, on n'a pas associé tous les acteurs rizicoles à la politique de l'État. Donc on lui prête une bonne intention. Mais il y a des gens dans le fleuve, dans la région du fleuve jusqu'à Matam, qui ont fait toute leur vie dans l'entrepreneuriat rizicole et qui peuvent apporter des suggestions, des contributions de nature à permettre à l'État d'atteindre ses objectifs. Parce que la saison passée, le rendement a été de 5 tonnes à l'hectare, alors qu'ils allaient jusqu'à 10 tonnes à l'hectare. Donc il y a eu réduction du rendement. Et les causes sont techniques et à la base un défaut d'association des acteurs. Donc leur approche doit être beaucoup plus inclusive pour avoir des résultats meilleurs, mais la voie est bonne, c'est ça la voie. Oui, la politique agricole. On va reparler politique. Si vous voulez, si vous Oui. voulez. Si vous voulez. Oui, avec les événements qui se sont déroulés notamment en 93, mais avant cela en 88. Alors, si vous aviez quelque chose à dire à ces générations-là d'après 93, pour leur expliquer clairement ce qui s'est passé sans vous répéter, que leur diriez-vous? Que le fait qu'actuellement, que le Sénégalais puisse voter le matin et avoir le résultat de son vote avant de dormir a été le fruit d'un processus qui a démarré des années 83 pour aboutir en 2000. Et une autre étape a été marquée en 2011. Mais jusqu'en 2000, dirais-je. Parce que la démocratie n'était pas à ce niveau actuel, au niveau de la sécurisation du scrutin et de la liberté et de la confidentialité du vote. Parce qu'il n'y avait pas d'isoloir, il n'y avait pas d'identification de l'électeur, il n'y avait rien de tout ça. Donc il n'y avait pas aussi ce paysage médiatique actuel qui permet à tout le monde de s'exprimer. Donc, je leur ai dit que c'est le fruit d'une longue lutte de plusieurs générations, de 88 à maintenant, des générations qui se sont battues justement pour conquérir les droits aux citoyens de s'exprimer par le vote, dans les médias, d'exprimer leur opinion, d'avoir leur liberté. Donc, c'est des acquis conquis de haute lutte, dont ils bénéficient actuellement. Donc, ils ont la liberté de voter sans problème. Ces générations se posent aussi des questions. Par exemple, elles veulent savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé en 93. Oui, je savais que vous en viendrez là. Parce que 93, l'affaire Metsey, pour le nommer. D'abord, est-ce que vous avez le droit d'en parler malgré la loi d'amnistie? Si, j'ai le droit d'en parler, mais je n'irai pas au fond des choses parce que je ne veux pas permettre d'en faire chou gras parce que c'est un peu malsain. Je rappelle seulement que dans une précédente interview, j'avais requis de la majorité parlementaire qu'il lui plut de bien vouloir inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée
l'abrogation de la loi ESAN pour permettre la projection sur ce dossier d'un faisceau de lumière de nature à permettre de comprendre les choses. Donc l'Assemblée était en session à cette époque. J'avais également requis, avec encore plus de solennité de l'institution judiciaire et partant des magistrats, l'examen des voies et moyens permettant de connaître à nouveau de ce dossier. C'est en réunissant ces deux conditions seulement qu'on pourrait aller au fond des choses. Sinon, ce ne sera que des élucubrations. Donc moi, je suis mal à l'aise de devoir dérouler tout seul, sans vis-à-vis, sans contradicteur, ni rien du tout. Mais je suis en train de laisser le temps faire sa part des choses parce que j'ai fait des interpellations qui sont restées sans suite. Et je crois qu'à un moment donné, moi j'ai un seuil d'attente. Quand je l'atteindrai, j'aviserai et tout le monde sera informé. Vous avez un seuil d'attente? Oui, je me suis fixé un seuil. Oui. Jusqu'à quel niveau? Non, ça, j'aviserai. 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 Dans quelques jours, dans quelques mois? J'aviserai. Mais là, quand on parle de cette affaire, Maître Sey notamment, là, peut-être beaucoup d'esprits convergent vers vous. Est-ce que là aussi, vous n'avez pas un devoir d'éclaircir la situation? Ah mais si, je l'assumerai. C'est pour ça que je vous dis, laissons le temps faire sa part des choses. À un moment donné, j'aviserai. Parce que j'ai fait des interpellations qui sont restées sans suite. Je suis en train d'attendre. Vous savez... Et si ces interpellations-là restent vaines, qu'allez-vous faire? Vous allez passer à la vitesse supérieure? Non, la vitesse supérieure, c'est les étudiants qui disent ça, qui vont en grève, des trucs comme ça. Hein? Moi, vous avez aussi été étudiant? Oui, je l'ai été, c'est le passé. Hein? Je vais apporter ma part de lumière, ma part de vérité pour l'histoire et pour la postérité. Je le ferai. Je le ferai à travers un documentaire vidéo, accessible à tout le monde, traduisible dans toutes les langues. Je le ferai de façon épistolaire dans un livre également, pour l'histoire et pour la postérité. Parce que beaucoup de gens qui ont produit dans ce sujet l'ont fait pour des intérêts propres. Oui. Par exemple, pas au nom de la vérité. A écrit un livre sur la question, d'autres aussi se sont en faveur du PDS, Habib Thiam en faveur de lui-même, Abdou Latif pour régler des comptes. Oui. Bon, c'est des livres objectifs pour la vérité. Moi, ce sera pour la vérité historique. Pour la vérité. La vérité historique, pour la lumière. N'avez-vous pas peur pour votre sécurité, par exemple? Mais non, pourquoi? Moi, je suis musulman, je pas... Parce que vous avez lancé un appel et vous dites que vous avez votre patience en seuil. Si vous atteignez ce seuil-là, 3 points de suspension, parce que je ne sais pas ce que vous allez faire. Ouais. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur pour votre sécurité? Mais non, pas du tout, aucunement. Je suis rassuré. Je suis rassuré et assuré. Rassuré, je comprends, mais assuré par qui? Par quoi? Par quoi? Je suis assuré. Vous voulez toujours garder un coin de mystère dans ça? Non, quand on projette de faire la lumière, c'est pour effacer le mystère. Hein, c'est pour satisfaire la curiosité. Parce qu'actuellement, les gens, ils veulent comprendre. Mais pourquoi personne n'est prêt à parler? Pourquoi tout le monde interpelle Clédor, Clédor? Je ne suis pas le seul acteur. Mais vous avez été... Moi, j'ai interpellé des gens. Vous avez été inculpé, puis amnistié. Vous êtes journaliste. J'ai interpellé des gens. Mais tendez-leur le micro. Demandez à Djiboka pourquoi il a menacé Abdou Diouf de faire des révélations sur l'affaire Metsé, par exemple. Il est là, il n'est pas en France, il est ici. Si tant est que cela vous intéresse. Mais tout le monde Clédor. Mais ceux qui étaient au cœur de la présidence, il faut leur avis. Il faut leur éclairage, c'est important. C'est des témoins de l'histoire. Il faut les interroger. Vous êtes journaliste, allez vers l'investigation, vers l'information. Comme vous venez à moi, me demander, me poser des questions. Ça peut se résumer à moi. C'est clair. La Gambie, parlons-en, les choses semblent se compliquer davantage, mais le président Yahya Jammeh aussi semble adopter un discours beaucoup plus pacifique. Oui, Yahya Jammeh, ses positions, parfois, il agit d'une telle façon, parfois d'une autre façon, insaisissable presque. La Gambie, une situation compliquée. Situation compliquée, oui, parce que quand un président qui a été déchu de son mandat dit qu'il ne rendra pas le pouvoir au prix de sa vie
pour ensuite venir appeler à la conciliation, à la réconciliation nationale, allant jusqu'à vouloir proposer le vote d'une loi d'amnistie en sa faveur et en faveur des siens. Je crois que ce n'est pas sérieux. Donc, la Gambie a fait un bond démocratique qui a surpris son président. Le peuple a fait un choix. Ce choix, il doit être respecté. Quelle que soit la forme, il doit être respecté. Mais il a introduit un recours aussi qu'il faudrait tenir en compte. Oui, mais le nouveau président doit être investi le 19, dans quelques jours. Lui, il est déchu, il n'est plus président. Il a reconnu sa défaite avant de faire un volte-face. La communauté internationale ne le reconnaît plus comme président. La communauté internationale œuvre à son départ, Nations Unies, CEDEAO, y compris Sénégal. Donc, il doit entendre raison et épargner la Gambie de soubresauts post-électoraux. S'il s'entête à rester au pouvoir, une intervention militaire comme solution, vous l'approuvez? Mais tout à fait. Tout à fait. Parce que force doit rester à la démocratie. Parce que pour le Sénégal, moi je pense que c'est une opportunité de s'emparer ou de réduire à néant cette armada de Yaya Jammeh, qui a toujours eu une attitude belliqueuse à l'endroit du Sénégal. Donc, je crois que l'heure n'est pas à la diplomatie. Parce que la diplomatie a joué son rôle depuis. Lui, il a dit qu'il attend de pied ferme les soldats de la CEDEAO, qu'il ne laissera pas le pouvoir, qu'il n'abandonnera pas le pouvoir. Depuis hier, il a tenu un discours nouveau. Espérons que ce soit un début de raison, de retour à la raison. Mais sinon, il n'y aura pas d'autre choix que le choix militaire. Et le choix militaire ne serait pas une guerre, ne saurait être une guerre. Ce serait seulement une expédition armée contre la faction fidèle à Yaya Jammeh. Parce que le peuple a élu un président. L'armée régulière gambienne ne s'identifie pas aux généraux d'origine Diola que Yaya Jammeh a nommés. Et ils voient d'un mauvais œil des étrangers à la tête de leur armée, parce que pour eux, les Casamassés, ce n'est pas des Gambiens. Donc c'est ces gens-là, l'état-major, les cadres militaires du MFDC, que le président Yaya Jammeh a promu plutôt, comme officier et puis responsable de l'armée gambienne. Donc ça pose un problème pour le Sénégal, parce que c'est donner au MFDC une force militaire et une emprise territoriale. C'est inacceptable pour le Sénégal. Pardon? Il a des liens avec le MFDC. Mais c'est connu de tout le monde. Il est connu de tout le monde que Ousmane Badji, le chef d'état-major général de l'armée gambienne, est membre du MFDC. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est affiché à la télé en portant des amulettes autour du cou. Ça, ce n'est pas militaire, ce n'est autorisé dans aucune armée du monde. Ça, c'était un signal à l'endroit du maquis du MFDC. C'est un message qui est passé. Et le Sénégal suit. Donc, il y a quelque chose à éradiquer là-bas pour l'intérêt et la sécurité du Sénégal. Et ça, je crois que le renseignement militaire est assez averti et il faudra régler le problème de toute façon. L'émission tire à sa fin. Une toute dernière question. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous vous engagiez politiquement dans le cadre d'un parti politique ou d'un mouvement? Engager politiquement, si ça veut dire intégrer ou créer un parti politique, je dirais non. Parce que je veux préserver ma liberté de jugement, de critique et d'analyse. Si je devais le faire, je l'aurais fait depuis 1988, parce que M. Wade m'avait proposé de prendre la carte de son parti, parce que, disait-il, il avait besoin de jeunes comme nous. Nous avions décliné cette proposition pour être indépendants, et nous gardons jusqu'à présent cette indépendance. Mais entre 1988 et 2017, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, non? Mais je n'ai pas changé d'opinion depuis, parce que je tiens à dire librement, en toute liberté, tout ce que je pense, sans appartenir à aucun bord. Quand vous vous affiliez à un parti politique, vous vous soumettez à une discipline de parti. Vous pensez autrement que le secrétaire général et on vous fait la guerre. Vous avez vu ce qui se passe au Parti socialiste.
Il y en a qui veulent avoir un candidat, il y en a qui disent on ne va pas avoir de candidat, on va être au sein de Benno Bokk Yakaar. Alors, moi, je ne tiens pas à ce qu'on me dise, écoute, il faut penser comme la direction du parti. Non, je pense comme moi, je pense. C'est tout. C'est pour ça que je ne vais pas m'affilier. Les prochaines législatives? Bon, les législatives, on verra venir. Parce que nous sommes à l'ère des candidatures indépendantes maintenant. Je sais que le Sénégal a besoin, les citoyens ont besoin d'une alternative. Parce que les politiques, les hommes politiques, les partis politiques n'ont plus la confiance des populations. Donc il faut un cadre citoyen de nature à recueillir le suffrage de ceux qui ne s'identifient ni se reconnaissent aux partis politiques. Donc ça, c'est à souhaiter une alternative citoyenne à l'Assemblée nationale pour que justement les textes qui nous donnent 10% et aux autres 90% changent. Les APE et d'autres qui ne sont pas dans le sens de nos intérêts puissent changer. Donc il y a un combat à mener là-bas par les citoyens. Les citoyens doivent se réapproprier la République. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette émission-là avec vous. Merci. Je vous en prie. Merci à Amadou Kébé, merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain, Inch'Allah, pour un autre numéro de votre émission. Écho.